Alors, comment on fait pour avoir une place dans le monde? Comment est-ce que la France peut avoir une influence? Est-ce que c'est ça la voie du soft power? Qu'est-ce que c'est précisément le soft power? Qu'est-ce qu'on entend par là? Nicolas Moinet, qui est professeur des universités de l'IAE de Poitiers, vous donne des éléments de réponse. Alors, le soft power, comme son nom l'indique, c'est un pouvoir doux. Doux parce qu'on ne va pas utiliser bien sûr la force et la coercition, mais un pouvoir tout de même dont l'objectif est la domination. À partir de ce moment-là, être dominé, c'est être moins souverain. Je vais prendre l'exemple que tout le monde connaît de General Electric qui rachète Alstom Power, suite notamment à une pression due à une amende pour une affaire de corruption. L'affaire est assez connue. Ce qui est beaucoup moins connu, c'est que le soft power est à l'origine de cette affaire, bien en amont. C'est ça la force de l'influence. C'est-à-dire que les Américains, à partir des années 90, vont mettre en place une fondation qui s'appelle Transparency International et qui va faire le tour des pays développés et notamment influencer l'OCDE pour que les principaux pays décident de signer des accords pour qu'il n'y ait plus de corruption sur les marchés. Et c'est à partir de ces accords, et donc à partir du travail sur les idées d'une ONG, que l'extraterritorialité du droit américain va pouvoir s'appliquer, qu'une amende va pouvoir être infligée à Alstom, et que General Electric va pouvoir racheter Alstom, et donc priver la France de sa souveraineté dans le domaine du nucléaire. Un exemple moins connu, même si on le voit souvent à la télévision, c'est L214. Petite association méconnue il y a encore quelques années, aujourd'hui à une soixantaine de permanents, et qui en fait est en train de modifier durablement nos modes de consommation, notre art culinaire, en menant des opérations commando, médiatiques, judiciaires, dans les abattoirs. Et c'était une opération de soft power dont un des objectifs non avoués est d'ouvrir le marché à la viande artificielle. Alors il y a des stratégies de contre-ingérence. Prenons un exemple, eh bien, la Russie notamment, qui a un soft power que Joseph Nye, qui est l'inventeur du soft power, donc l'américain, a appelé soft power négatif, c'est-à-dire qui consiste en fait à dénigrer ce qui se passe dans certains pays. Il suffit pour cela de regarder une chaîne comme RT France par exemple, ou comme Sputnik, pour voir qu'effectivement il y a un vrai travail de sape qui est fait. Et la France, par exemple, vient de mettre en place une agence gouvernementale qui s'appelle Viginum, au sein du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Néanmoins, on remarque que c'est souvent pas suffisamment pris en compte. Je vais vous prendre un exemple très récent. C'est l'arrivée dans les banlieues françaises d'une fondation dirigée par Evgeny Prigojine, qui est un proche de Poutine, mais qui est aussi le dirigeant du groupe paramilitaire Wagner, mais qui est aussi le propriétaire d'un certain nombre de mines en Afrique. Eh bien, on remarque que cette fondation finance en fait les victimes des violences policières en France et médiatise ces violences. L'idée étant, évidemment, par ricochet, que ça porte ombrage à l'image de la France dans les pays africains. Alors, ce n'est pas toujours d'ailleurs les grandes entreprises. Prenons un exemple donc d'une ETI bretonne qui voulait rentrer sur le marché américain, qui pour cela donc a recruté un Américain qui a fait du lobbying à Washington pour monter la norme environnementale dans le domaine qui l'intéressait, ce qui lui a permis de rentrer sur le marché et surtout d'écarter du marché un nombre important de ses concurrents. Bien sûr, elle proposait des produits qui étaient plus chers que ses concurrents, mais qui répondaient à la norme environnementale. Donc un soft power, un pouvoir doux dont l'objectif c'est la domination. La diplomatie, les alliances, l'aide économique, la culture, ce sont des vecteurs du soft power. Georges Serre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association Si tous les ports du monde et ancien ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, notamment. Et Marc Feldman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes administrateur général de l'Orchestre national de Bretagne. Comment est-ce que la France se positionne aujourd'hui dans cette forme d'influence, dans soft power? Est-ce qu'on est bon en soft power en France, Georges Serre? Alors, il faut se placer dans une perspective qui est quand même de... Oui, n'hésitez pas à rapprocher votre micro. Il faut se placer dans une perspective, excusez-moi, dans le temps, qui montre aujourd'hui que, alors qu'on avait un seul modèle, un seul paradigme, qui était les États-Unis, à travers Hollywood et à travers le modèle démocratique américain, aujourd'hui, on a une multiplication des acteurs économiques qui utilisent le pouvoir de convaincre, le soft power, pour imposer effectivement des effets de domination. Alors,
au départ, il y avait un club fermé. Les États-Unis, la France en faisait partie avec la francophonie, avec son système d'éducation, son deuxième réseau diplomatique. Le Royaume-Uni avec la BBC, avec le Commonwealth. Et Commonwealth, ça veut bien dire quelque chose, c'est mettre en commun du business. Et la langue, bien entendu, en commun aussi avec les États-Unis, un petit peu l'Allemagne. Alors qu'aujourd'hui, on a des pays nouveaux comme la Turquie, comme les Émirats et l'Arabie Saoudite. On a des pays qui viennent également d'Asie, l'Inde qui monte en puissance, mais surtout la Chine. Et la Chine, il faut bien voir que la décision de s'ouvrir sur le monde, c'est une décision qui est prise dans les années 70 par Deng Xiaoping et Liu Shaoqi, de dire on en fera une usine du monde, on ouvrira sur le monde, on deviendra une puissance économique, alors que pendant les 300 ans précédents, la Chine était refermée sur elle-même. Ce modèle économique chinois, il s'est fait sur la base aussi de soft power, mais aujourd'hui, ce soft power chinois se heurte à la réalité d'un pays qui doit aussi tenir compte de son propre pouvoir et qui se referme avec Xi Jinping. Et l'exemple qu'on va pouvoir donner, c'est Jack Ma. Jack Ma, c'est un modèle hollywoodien qui monte en puissance, c'est Hollywood et Wall Street, et qui est aussitôt arrêté dans son élan parce que ce modèle américain, entre guillemets, ne convient plus à ce que veut faire la Chine en termes de puissance économique, en termes de puissance en propre. Voilà, alors la France, dans tout cela, on reste un pays qui, au sein de l'Union européenne, parce que là, je me tourne vers vous, M. Jean-Ravel, au sein de l'Union européenne aussi a toujours son rôle à jouer. On reste le deuxième réseau diplomatique mondial. On a aussi, en matière d'éducation, on en a parlé tout à l'heure, quand même l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui, en s'appuyant sur la langue, et la langue française est quelque chose d'important, la francophonie économique qui monte en puissance. Et cette langue française, qui va être parlée en Afrique, notamment par près de 800 millions de locuteurs dans 2 décennies, c'est un moyen aussi pour nous de soft power. Alors, il y a eu, je pense, une prise de conscience au moment de la crise de 2008, des faiblesses de notre appareil global, et là, la volonté de rapprocher Bercy, qui avait un certain monopole du soft power pour l'économie, du Quai d'Orsay, en créant une direction générale de la mondialisation, au moment aussi où le G20 était lui-même élargi à une gouvernance mondiale. À ce moment-là, effectivement, l'équipe France, aujourd'hui on peut parler d'équipe France, s'est formée en modernisant tous les instruments que nous avions en main, que ce soit à la fois ceux d'État, avec Business France. Je cite Muriel Pénicaud parce que tout à l'heure on en parlait avec le président Kermarek, elle a transformé Business France en quelque chose qui était vraiment un instrument de soft power, mais aussi Expertise France, également aussi la French Tech, les VIE, les VIA et le Campus France. Tous ces éléments se sont raccrochés au MEDEF, au travail du MEDEF. Alors je cite aussi le MEDEF international, mais aussi des chambres de commerce et des extensions, bien entendu, du MEDEF en province. Aujourd'hui, on a un dispositif qui fonctionne. Je crois que beaucoup d'entre vous, maintenant, ont circulé un petit peu partout dans le monde. Vous voyez que, alors, sous la houlette des ambassadeurs beaucoup plus jeunes, aujourd'hui, ce n'est pas simplement Ferrero. Et c'est vraiment aujourd'hui un appui technique, un appui politique pour faire sauter un certain nombre de verrous pour que l'on puisse travailler en termes de soft power français. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Oui, Monsieur Feldman, vous n'avez pas tout à fait le même regard. Vous me disiez, sur le soft power français, on a été très bon, et puis concernant la culture, puisque, je le rappelle, vous dirigez l'orchestre de Bretagne, concernant la culture, on utilise moins le soft power culturel que ce qu'on a pu faire il y a quelques années. Peut-être M. Serre me donnait une réponse en disant qu'il y a beaucoup plus de monde sur le marché aujourd'hui au niveau de ce soft power culturel. Mais il est clair que si je suis en France aujourd'hui, je ne sais pas si la France m'a dominé, mais si je suis en France aujourd'hui, c'est qu'il y a 40 ans, la France a su séduire un jeune homme de New York qui a voulu venir ici. Peut-être. En plus, vous êtes parti revenu, donc vraiment, vous avez vraiment voulu être en France. Je fais les allers-retours entre les deux pays. Mais c'est vrai que la réputation de la France a joué, cette réputation culturelle qui est depuis des siècles. Mais aujourd'hui, ce que je vois dans le monde, vraiment autour de moi, c'est que c'est très intéressant. Je suis très sollicité. Là, j'étais au British Council juste l'autre jour.
la Grande-Bretagne aujourd'hui est marrante parce qu'avec le Brexit, le côté culturel, ils ont envie de garder des passerelles avec des pays. Et donc là, je n'ai jamais eu autant de contacts avec le British Council que depuis Brexit. Et avec le Pays de Galles, avec l'Écosse, etc. Je travaille avec le Canada et ils sont très, très dynamiques dans l'export de leurs artistes, mais vraiment très, très dynamiques en Québec. On est en train de travailler avec un projet entre la Bretagne et le Québec et je peux dire que le dynamisme de Québec nous surprend. C'est très agréable de travailler avec eux, mais nous, on a du mal à exporter nos artistes avec les mêmes aides. C'était difficile, c'est là, le Québec va prendre en charge les billets d'avion, ils vont prendre en charge certaines choses qui sont très concrètes pour nous dans le coût, mais c'est très limité en France. Or, dans le temps, il y avait des organismes comme l'AFA, il y avait d'autres organismes où c'était davantage plus facile pour un artiste français d'exporter. Maintenant, je crois que, quand même, peut-être c'est une question d'investissement. On va exporter le Louvre, on va exporter les grandes marques culturelles qui comptent, mais les hommes et les femmes, peut-être un peu moins. Ça, c'est de mon point de vue. Quand on voit justement ce qu'il faut faire maintenant, quand on a fait le constat de où on en est, entre guillemets, sur Soft Power, que ce soit en termes de diplomatie, en termes de culture, quelles sont les étapes? Comment est-ce qu'on peut faire mieux? Et notamment, vous parliez tout à l'heure de francophonie dans les pays africains. Est-ce que la francophonie économique, c'est ça aussi un levier sur lequel on peut aller aujourd'hui? Alors absolument. Et là, je crois que c'est à la portée de toutes les entreprises de taille, quelle que soit la taille de ces entreprises en France. Parce que quand même, quand on voit sur le terrain, le facteur langue restera quelque chose de très important. Regardez d'ailleurs un pays comme le Maroc, il a une politique de soft power très forte en s'appuyant sur la langue française. Donc nous, on peut le faire. On peut le faire aussi dans des pays anglophones en Afrique parce qu'il y a effectivement beaucoup de passages entre les deux. Je vais citer l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, il y a 36 000 personnes qui apprennent le français dans les alliances françaises. C'est-à-dire qu'ils payent pour apprendre le français pour pouvoir aller vendre ensuite dans le reste de l'Afrique et dans d'autres régions où ils savent qu'on peut parler le français. Donc voilà, la francophonie économique sera un facteur important pour pouvoir monter en puissance. Et d'ailleurs, la francophonie économique, c'est aussi de la francophonie avec les Canadiens, avec les Belges. Et là, il y a quelque chose de très fort pour pouvoir avancer. Je citerai aussi, alors, à travers les chambres de commerce, par exemple, nos conseillers du commerce extérieur, qui sont donc des représentants des chefs d'entreprise. Il faut jouer la carte européenne également, parce qu'il y a de plus en plus des chambres économiques européennes, et dans lesquelles, effectivement, on pèse très lourd, puisqu'on représente quand même quelque chose qui est au moins l'équivalent de l'Allemagne dans beaucoup de pays, l'équivalent du Royaume-Uni dans d'autres pays. Là aussi, il faut vraiment jouer sur cette carte-là. Et vous parliez de l'Afrique. On sait que la Chine, vous parlez de la puissance chinoise, est extrêmement présente en Afrique. On peut quand même, la France a encore justement ce rôle à jouer, malgré, je dirais, le déploiement économique de la Chine sur ce territoire. Alors si on pose la question à des Africains aujourd'hui, sur le mode, mais comment ça se passe au fait? Ils vont vous dire tout de suite, nous on préfère travailler avec des Français, des francophones, 2, et puis après des anglophones, bien entendu. Mais la Chine, elle n'est pas si bien vue que ça en Afrique, parce qu'elle est un peu brutale, elle n'a pas la même façon de parler. Donc, quelque part, c'est un petit peu un mythe, ce rôle de la Chine, le sommet Chine-Afrique qui aurait remplacé les autres sommets, c'est un petit peu un mythe, parce que même les montants qui ont été annoncés en termes d'investissement et d'aide, quelque part, ils sont beaucoup plus réduits dans la pratique quand ils sont mis en œuvre. Voilà, donc il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Il y a un pouvoir très fort des Chinois, mais quelque part, des pays comme le Kenya, par exemple, font la mère expérience de voir toutes leurs recettes minières prises en compte par la Chine parce qu'ils ont eu un seul défaut de paiement sur leurs dettes. Donc vous voyez, on a aussi encore là notre rôle à jouer parce que tout simplement, on parle la même langue et puis on se comprend avec nos interlocuteurs du continent africain. Dans un monde de tensions internationales, politiques, est-ce que Soft Power, Mark Feldman, peut avoir un rôle? Est-ce que ça peut éviter certaines crises? Vous avez évoqué le Brexit, avec les alliances que vous avez faites avec le Pays de Galles. Si tous les ports du monde, c'est pareil, vous allez aussi, vous, à la rencontre d'autres ports, et évidemment britanniques. Ça peut vraiment être un levier, un moyen? Je trouve vraiment que le Soft Power, en tant que représentant de la culture, l'intellect, la science,
Je dirais que le soft power, pour moi en tout cas, c'est la capacité humaine d'apprendre, d'échanger, de créer et d'agir. Et c'est-à-dire que les artistes, les chercheurs, tout le monde qui peut créer le lien, qui peut créer les passerelles, aidera l'économique, aidera l'influence d'un pays sur l'autre. La chose qui me heurte aujourd'hui, c'est que je vois la naissance d'un soft power antidémocratique. Je vois la naissance de la Chine, mais pas que ce soit la Turquie, que ce soit certains pays de l'Europe, qui sont en train de nous dire, vous voyez, pour avoir du succès, on n'a pas besoin d'être libre. Or, il y a 30 ou 40 ans, pour avoir du succès, il fallait être démocratique et libre. Par les arts, par les sciences, par la recherche, et qui nous donne une liberté, on est la preuve même que non. Le succès vient par cette liberté, et cette liberté, ce sont les cultures et l'intellect. Et donc le soft power, pour moi, c'est développer, c'est un investissement sur l'avenir absolu, que je crois aujourd'hui qu'on peut encore faire mieux. Oui, qui pour vous aujourd'hui n'est pas suffisant. Je pense. Je crois qu'on a baissé quelques crédits, justement, il y a quelques années, par rapport à ce genre de soft power. Vous évoquiez, je me permets de le préciser, Marc Feldman, vous avez dirigé l'Orchestre pour la paix, qui est un orchestre qui a été créé après les attentats du 11 septembre à New York, qui est un orchestre, pour le coup, qui était multiculturel et multiculturel. Et vous me disiez l'importance, justement, que cet orchestre, avec des nationalités différentes, des cultures différentes, avait donné comme image au monde, justement, de liberté, quand vous parlez de soft power antidémocratique. Oui. Je vais compléter, Marc. Tu peux témoigner que tu as joué en Israël dans un orchestre en tant que musicien devant 15-20 chefs d'État pour la paix. Oui, ce n'était pas en Israël, c'était en Jordanie. C'est en Jordanie. En Jordanie, c'était à Petra, devant 55 prix Nobel. Et c'est là où il y a justement quelqu'un qui travaillait dans la diplomatie mondiale qui me dit « Mais Marc, en fait, ce que vous faites avec cet orchestre, c'est un exemple très, très concret de ce qu'on peut faire si on a la même passion. » Et à Petra, j'ai rencontré non seulement d'autres musiciens et artistes, mais j'ai rencontré des avocats, des chercheurs, des gens qui travaillaient sur la problématique de l'eau. Ils étaient israéliens, palestiniens, arabes, juifs, musulmans et d'autres, mais ils avaient la même passion et ils voulaient surpasser les clivages. Et ce diplomate m'a dit que la paix ou le progrès vient d'en bas. Si on ne met pas l'infrastructure de la paix en place avant, il n'y a aucun traité qui va tenir. Et c'est par le soft power positif qu'on peut créer cette infrastructure qui fait en sorte que les traités internationaux peuvent tenir. Alors justement, Georges de Serres, vous avez été diplomate, donc vous avez été du côté du diplomate, et puis maintenant, avec l'association Si tous les ports du monde, vous êtes du côté, je dirais, associatif. Les deux sont vraiment nécessaires aujourd'hui d'être combinés pour pouvoir permettre d'avoir cette influence. Absolument. Tout à l'heure était cité l'exemple de Transparency International qui avait été mis en place pour pouvoir, sous la forme d'une ONG, donc d'une association, modifier d'une certaine manière les règles du jeu. C'est ce qui est également fait par notamment la Turquie sur un certain nombre dans nos banlieues. C'est ce que peut faire aussi la Russie, ce qui a été cité tout à l'heure. Donc le réseau associatif, le réseau professionnel associatif, c'est quelque chose qui va avec le reste. On a peut-être un petit peu trop négligé à un moment donné dans notre histoire la partie associative du soft power. Aujourd'hui, il faut vraiment la mettre en avant, l'utiliser au maximum, et ça fait partie de la combinaison qui sera une combinaison gagnante. Est-ce qu'on est en Bretagne, vous êtes devant des chefs d'entreprise bretons, est-ce qu'il y a un soft power breton? Marc Feldman. Évidemment. Vous n'avez pas le droit de dire le contraire, j'ai l'impression. Non, mais évidemment, et je crois que je travaille avec certains d'entre vous, parce que l'orchestre est bien sûr soutenu par l'État et par la région, par la ville de Rennes, mais on est aussi soutenu par des chefs d'entreprise qui partagent, je pense, les mêmes valeurs de l'orchestre et l'idée de donner une image de la Bretagne qui est à la fois ancré sur une culture, mais aussi ouvert sur les cultures du monde et la grande culture française à la fois.
Et c'est une spécificité bretonne qui est vraiment formidable. Georges Serre, vous m'avez dit, il y a toujours un breton quelque part dans le monde. Oui, donc le soft power breton, massivement, c'est oui. Et quelque part, je dirais, alors vu de l'extérieur, quand on regarde comment ça se passe, sans être chauvin, effectivement, la meute bretonne, quand elle avance quelque part, elle est vraiment efficace et solide. Et bon, j'ai quelques anecdotes, mais bon, c'est pas la peine de les raconter, mais peut-être une seule simplement, en 94, début 95, en Afrique du Sud. Je venais d'ouvrir une agence française de développement en Afrique du Sud, et il y avait la marine sud-africaine, toute neuve, voulait se réformer. Et là, donc l'ambassadrice de l'époque m'avait dit, écoutez, vous avez bien une épouse bretonne, une délégation bretonne qui arrive, prenez-la en charge. Donc il y avait un président de conseil régional, Yvon Bourges, le maire d'une commune, Jean-Yves Le Drian, et vous voyez comment en 95 déjà, ça avançait très fort en termes de soft power breton. Alors on n'a pas eu tous les bateaux parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour les payer, mais quelque part, les seules choses qui se sont réalisées dans ce domaine-là, c'était ce qui avait été apporté par les Bretons. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Jaravel. Petit mot de conclusion. Beaucoup a été dit. Merci beaucoup. Pour ma part, juste 2 points. Le premier, pour rebondir sur ce qu'on disait sur la francophonie. Un élément à cet égard, c'est aussi la question de l'attractivité pour les étudiants étrangers qui voudraient venir en France. Ce n'est pas toujours facile. On a actuellement un débat sur l'immigration qui ne porte pas sur ce type d'immigration-là, mais qui finit finalement par tout contaminer. Et il y a une note justement du Conseil d'analyse économique récemment qui met en avant ce levier de l'immigration qualifiée, de l'immigration pour les études, et notamment avec le levier de la francophonie, et dont on ne se saisit pas et qu'on peut-être on risque même de perdre si on a une approche assez peut-être indiscriminée. Et donc c'est aussi un levier important pour maintenir l'attractivité, et notamment pour les étudiants qui ensuite s'installent, restent, et contribue aussi à la grandeur du pays. Puis le deuxième point un peu plus général, c'est qu'on a parlé de soft power, on a aussi employé le mot de domination, et puis vous êtes revenu sur cette idée de soft power antidémocratique. Et effectivement, le modèle français, le modèle européen, justement, c'est l'inverse de cela, et vous le disiez très bien, c'est plutôt un soft power, on pourrait dire humaniste, mais qui n'est pas dans l'humanisme ou l'optimisme béat. C'est un humanisme qui choisit ses combats et qui sait défendre son modèle, qui sait qu'il a un modèle social très différent, et qui parfois, l'un des 2 exemples qui m'ont frappé pendant la crise et pour laquelle la France a beaucoup fait, c'était la question de la solidarité européenne, avec la création du grand emprunt collectif, le Next Gen EU. La France avait poussé sur ça depuis très longtemps, ça montre tout le travail diplomatique sur des années, et du coup là ça s'est concrétisé, c'est le moment hamiltonien européen, et ça contribue à l'Europe puissance, ça permet de défendre le modèle européen. Et l'autre exemple qui est encore plus vaste, c'est la question de la vaccination du monde, où la France a poussé, la France a contribué à la création de certains dispositifs, quelque chose qui s'appelle COVAX. Finalement, on a plutôt bien tenu les objectifs initiaux. C'est en partie parce qu'il y a eu de très bonnes nouvelles sur les vaccins, donc c'était assez facile à tenir. Et en fait, on est plutôt en retard au regard de ce qu'on aurait dû faire. Ce qui se trouve qu'on a collectivement assez peu, globalement, on a dépensé 10 milliards. Et en plan de relance, on a naturellement dépensé beaucoup, beaucoup plus. Et cette idée de vaccination du monde, je pense que c'est un bon exemple d'un instrument de soft power qui combine en fait, l'intérêt économique bien compris. Parce que si on vaccine le monde, on se prémunit de l'apparition de nouveaux variants. Il y a un effet retour. Ça contribue évidemment au rayonnement de la France et à ses valeurs de solidarité et d'humanisme. Et donc, on a beaucoup mis en avant nos limites, et c'est aussi notre caractère français, où on aime bien, par exemple, quand on n'était pas vacciné, on mettait ça en avant. Maintenant, on est vacciné, on en parle moins. On a mis en avant plein de soucis sur la souveraineté, mais globalement, on reste quand même une grande puissance, 5e grande puissance économique, avec un modèle humaniste fort, et donc on peut aussi s'en féliciter. Merci beaucoup, merci beaucoup.